Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure. 1 heure que nous allons passer autour d'une question: comment nettoyer en préservant la qualité de l'air et en préservant notre santé? C'est peut-être une question accessoire. À bien y réfléchir, elle est vitale. Vitale tout d'abord parce que la qualité de l'air dépend en partie du choix des produits d'entretien. Vitale également parce que lorsque vous avez des femmes et des hommes qui passent 8 heures de leur temps dans des locaux professionnels, respirer sain est effectivement vital. J'ajoute que la loi impose un certain nombre d'obligations pour des établissements précis. Par exemple, tous ces établissements qui reçoivent du public sensible, je parle des crèches, les haltes garderies, les centres de loisirs, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées. Et à cette liste viendront s'ajouter dès le mois de janvier prochain un certain nombre d'établissements supplémentaires. Dans ce webinaire, nous nous attarderons sur 3 questions. La première, c'est quels sont les polluants de notre air intérieur? La deuxième, quelle est la garantie que nous offre un certain nombre de labels? Et la troisième, quelles sont les bonnes pratiques pour conserver un air sain dans nos locaux professionnels? Pendant 45 minutes, nous allons traiter de ces 3 questions. Il nous restera donc encore un quart d'heure. C'est un quart d'heure qui vous est consacré. Pendant ces 45 premières minutes, notez donc l'ensemble des questions que vous voulez poser à nos 3 intervenants. Car effectivement, pour aborder ces 3 questions autour de ce plateau, 3 intervenants, 3 compétences, 3 personnalités. Un médecin, le docteur Pierre Sauvé, vous êtes cardiologue, président de l'association Santé Environnement France. Merci beaucoup d'être avec nous. Samy Lamary, directeur de la communication d'Air Label Score. Il s'agit d'une certification internationale qui donne actuellement la meilleure information sur la toxicité de l'air. Et avec nous également Claire Normand, vous êtes responsable produits sol et surface chez Werner et Merz France. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Bonjour. Premier tableau, si vous le voulez bien. J'aimerais d'abord que l'on se penche sur les ingrédients qui polluent l'air intérieur des locaux professionnels. Pierre Sauvé, l'association Santé Environnement France que vous présidez, s'occupe de toutes les formes de pollution. Alors les pollutions des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air, ça fait beaucoup. Comment faites-vous pour être compétent dans tous ces domaines, y compris la pollution de l'air? Alors, donc, nous sommes que des professionnels de santé dans l'ASEF depuis une quinzaine d'années. Et évidemment, tous ces sujets, donc, nous ne sommes pas dans l'ultra-compétence, mais nous sommes dans la sensibilisation à l'information. Et on se base sur les études internationales. Et c'est beaucoup de bibliographie sur notamment le site PubMed que j'invite à visiter. Et donc, sur la qualité de l'intérieur, je voulais quand même dire que c'était un enjeu de santé publique. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Sénat, par exemple, qui a fait un rapport en 2015 sur la pollution de l'air, intérieure et extérieure. Donc, sur globalement les deux pollutions extérieures et intérieures qui sont liées, parce que si vous êtes à côté du périphérique, forcément, il va rentrer des microparticules qui viennent du périphérique. C'est 101 milliards d'euros par an. Et l'air intérieur, c'est 20 milliards d'euros par an. Pas en coût sanitaire, mais en coût social, perte de travail, perte de vie, perte de qualité de vie, les années de vie en bonne santé. Donc c'est un enjeu majeur de santé publique, et d'ailleurs ça fait partie d'un des éléments prioritaires du plan national santé-environnement. Numéro 4, c'est le 4e, on a commencé en 2003, et donc c'est un élément majeur. Donc, c'est un enjeu majeur de santé publique, et nous essayons de sensibiliser les populations à leur usage personnel, et sensibiliser aussi, puisque là on parle surtout de l'aspect industriel, évidemment c'est à grande échelle, avec à la fois des gens qui sont au boulot, puis des gens qui travaillent toute la journée, qui font le ménage, et qui eux aussi sont exposés à ce type de produits. Après on pourra détailler les pathologies liées à ces produits, si vous le souhaitez. Mais ce que j'aimerais bien, c'est voir si vous avez des études sur l'influence de la qualité de vie intérieure sur la santé. Il y a des études là-dessus? Alors, il y a des études sur la toxicité des produits qui sont générés et qui sont favorisés par l'air intérieur. L'intérieur, c'est comme votre voiture, comme votre cave. C'est un endroit, en général, plutôt clos, qu'on n'aère pas assez, qu'on ne ventile pas assez. Ça, c'est la base, c'est l'aération, la ventilation. Et là, je vois par exemple, dans ce studio, l'absence de fenêtres qui s'ouvrent. Ouais. Déjà, ça me pose un problème. Donc, j'espère que la ventilation marche bien, que la VMC fonctionne
Il faut laisser les VMC fonctionner, justement pour aspirer l'air extérieur et le changer. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des produits cancérigènes qui sont générés par les produits qu'on utilise à la maison. Et donc ils vont rester prisonniers si on n'utilise pas des produits moins émissifs ou si on ne ventile pas suffisamment en air passoire. Et c'est ou et. Donc par exemple le formaldéhyde, qui est un cancérigène certain, cancer de l'oropharynx, leucémie chez l'enfant, mais qui favorise aussi l'asthme. Puis il y a les dérivés du benzène. On a entendu parler quand on achète notamment les peintures pour le bois, le xylène, le toluène. Oui, voilà, ici vous utilisez, parce que vous utilisez un terme générique qui est le terme produit. Oui. Donc il s'agit de tous les produits qui se trouvent déjà sur les surfaces dans une pièce. On est bien d'accord, hein? C'est ça que quand vous dites produit. Là, je parlais essentiellement des produits pour nettoyer les surfaces qui peuvent générer ce type de toxiques. Par exemple, le formaldéhyde, en effet, on le trouve dans l'air ici spontanément, par exemple dans ce plateau, voilà, qui est en plateau, la matière même. Oui, qui est fait en aggloméré et qui génère, donc c'est les cols qui est à l'intérieur, qui génère du formaldéhyde. Mais vous pouvez avoir aussi des produits ménagers qui vont en rajouter une couche. Donc c'est sur ces produits dérivés du benzène, formaldéhyde, qui sont soit cancérigènes, soit irritants pour certains autres, soit allergisants, favorisant par exemple les pathologies respiratoires, qu'il nous faut combattre. C'est ça les pathologies de l'air intérieur associées aux particules qui viennent de l'air extérieur et que vous fabriquez à l'intérieur. Si vous mettez un spray là, comme ça, vous allez être soumis à des particules, il peut y avoir des irritants, des allergisants, voire des produits cancérigènes. Je reformule la question autrement. Les matières qui se trouvent à l'intérieur des locaux professionnels, vous avez désigné par exemple la table, mais également les peintures, le mobilier, mais l'activité humaine, et même tout cela va avoir une influence sur la qualité de l'air. Nous sommes d'accord ? Absolument. Donc, dans le ménage, il faudra faire attention à ce qu'on va utiliser. 2, il faudrait aller plus loin, et dans le mobilier qu'on met dans la maison et dans le système de ventilation, d'aération, il faudrait réfléchir à cette qualité de l'air intérieur et acheter des produits les moins émissifs. Je vous posais la question, y a-t-il des études qui montrent qu'il y a une véritable corrélation entre d'un côté la qualité de l'air intérieur et d'autre part la santé ? Il y a des études dans le monde entier, j'imagine. Il y a des études dans le monde entier, je pense à une aux États-Unis notamment sur l'asthme. Sur les cancers, c'est plus compliqué parce que formaldéhyde, benzène, c'est cancérigène, mais il y a des effets cocktails avec d'autres produits cancérigènes et la durée d'action est extrêmement longue, hein, ça peut prendre 20, 30, 40 ans. Tandis que sur l'asthme, par exemple, avec sur une bonne qualité de l'air intérieur, moins d'utilisation de produits émissifs, meilleure ventilation, aération, par exemple, il y a moins d'asthme, moins de pathologies respiratoires. Ça a été fait notamment dans des écoles aux États-Unis, je crois dans la Californie. Et donc ça, c'est absolument démontré. Vous avez dit également, attendez, l'air intérieur dépend d'abord de l'air extérieur. Et vous avez dit aéré, ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir un air différent, au mieux un air différent à l'intérieur que celui qui est à l'extérieur. Nous sommes d'accord là-dessus ? Alors l'air intérieur peut être pire, parce que vous avez le continuum qui vient de l'air extérieur. De l'extérieur. Si vous aérez, vous êtes au bord du périph', vous aérez au moment de la grande circulation. Non, il faut aérer au moment où il y a moins de circulation. Donc vous avez cet air qui vient polluer à l'air intérieur. Et comme après vous fermez, que vous utilisez des choses à l'intérieur, alors il y a des chiffres qui circulent, c'est 8 fois plus pollué à l'air intérieur que l'air extérieur. Et évidemment, c'est comme une cave fermée, une capsule, bien sûr, une capsule où tous les polluants s'accumulent. Bien sûr. Merci beaucoup. Et le problème, c'est que vous êtes dedans, quoi. Nous sommes 4 déjà dans ce studio, ça fait pas mal. Poursuivons l'examen, si vous le voulez bien. Samy Lamary, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la communication d'Air Label Score. Vous êtes un institut de certification. Quel est votre cœur de métier exactement ? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Donc le cœur de métier d'Air Label Score, la mission, c'est de donner la meilleure information sur les émissions des produits dans l'air intérieur. Donc on va certifier différentes catégories de produits. Des produits d'entretien du linge, des désodorisants, des bougies, donc tout ce qui va émettre dans l'air intérieur. Et on va aussi bien certifier des produits à destination des particuliers, donc des consommateurs qu'on peut retrouver dans les différents supermarchés avec la certification Air Label Score qui va de A+ à C, et des produits professionnels. Donc pour le secteur professionnel, aussi bien le secteur hôtelier que le secteur de la restauration, l'aéronautique,
les écoles, les crèches, les institutions publiques. Il va être intéressant de sélectionner des produits de nettoyage professionnels certifiés Air Label Score, pour deux raisons. Pour une communication interne, donc pour être sûr que les collaborateurs utilisent des produits faiblement émissifs et donc faiblement impactants. Également pour augmenter la productivité, parce que certaines études montrent une augmentation de la productivité, et diminuer l'absentéisme. Ensuite, pour la communication externe, on va pouvoir rassurer aussi les occupants de ces locaux. Pour les appels d'offres aussi, ça va être assez intéressant de mettre ça en avant. Et d'ailleurs, pour la majorité des appels d'offres, on doit répondre à l'ISO 26000, qui est l'ISO de la responsabilité sociétale des entreprises. Et la certification répond à certains points de celle-ci, c'est-à-dire garantir la sécurité au travail et également protéger la santé publique. Merci beaucoup. Ce sont des précisions importantes pour toutes celles et ceux qui nous suivent actuellement. Que représente Air Label Score? Ça veut dire quoi? Dès lors que l'on met cela sur un produit, Air Label Score, ça signifie quoi? Donc la certification Air Label Score, donc c'est une notation de A+ à C. Donc une note A+ signifie que le produit est très faiblement émissif et C que le produit est fortement émissif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement tester les produits en laboratoire. Donc on va tester les produits comme simuler une situation réelle d'utilisation. Par exemple, un produit désodorisant, on va simuler ça dans l'équivalent d'une toilette de 2,5 m3 pendant 4 secondes, donc vraiment une exposition haute du consommateur. Et on va analyser tout ce qui va être émis d'un produit. Donc c'est-à-dire que sur un produit sur lequel, sur une étiquette, on va retrouver 5 à 10 composants, nous, on va en retrouver 100, 150 dans l'air. Donc on va regarder toutes les substances qui vont être émises du produit. Et pour chaque substance, on va avoir une certaine valeur. Donc par exemple, on va avoir le formaldéhyde, une valeur. Et on va comparer celle-ci à toutes les valeurs limites existantes partout dans le monde. Donc on a une réglementation française, on va avoir des valeurs limites françaises qui vont éditer certaines valeurs pour le formaldéhyde. On va en avoir en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, en Pologne. Et nous, on va prendre toujours la valeur limite la plus stricte, même si le produit est commercialisé en France. Donc pour qu'un produit obtienne la note A+, chaque substance émise par le produit doit respecter toutes les valeurs limites partout dans le monde. Et on va encore plus loin. On va faire la somme de toutes ces substances. Donc si toutes les substances dépassent aussi une valeur limite, mais qu'individuellement, elles n'ont pas de toxicité pour le consommateur, cela peut aussi impacter la note du produit. Donc on a... Ouais. Ça signifie donc que votre institut de certification possède tout le bagage scientifique et technique pour pouvoir opérer toutes ces analyses. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui, donc on a la plus grande base de données au monde en matière de limites de toxicologiques pour les différentes substances. On a plus de 125 standards intégrés. Et pour les analyses, donc on va travailler avec des laboratoires indépendants qui vont être accrédités par les organismes d'accréditation et qui vont réaliser les analyses selon des normes ISO. Donc on va vraiment avoir un cadre bien défini, des scénarios bien définis qui vont être réalisés par des labos indépendants, ce qui garantit aussi le sérieux de la certification. C'est ce qui vous permet la certification, voilà, et d'accorder un énorme crédit à cette certification. Dites-moi, il n'y a aucune loi nationale, directive européenne, règlement européen qui vient régir les conséquences de l'utilisation des produits dans nos intérieurs, dans nos locaux professionnels? Donc actuellement, il y a certaines réglementations qui vont vraiment se baser sur la composition des produits. Donc ici, on va parler du secteur des produits d'entretien, hein, vu que sur les matériaux de construction, c'est différent. Et on va remarquer, nous, quand on va réaliser des analyses, qu'il y a une énorme différence entre les émissions théoriques donc d'un produit, donc en regardant la composition, ce qu'on va penser qu'un produit va émettre, et les émissions réelles d'un produit. Donc il y a une énorme différence, car on a d'énormes interactions qui vont se passer lors de l'utilisation du produit. Soit des substances qui composent le produit vont interagir
pour créer des nouvelles substances. Soit des substances vont se dégrader elles-mêmes, soit elles vont réagir au contact de l'air ou de l'ozone, et donc, ou même de l'eau, si on le mélange avec de l'eau. Donc on va avoir des nouvelles créations de substances, et donc ça, ce n'est pas pris en compte par la réglementation actuellement. On va avoir certaines réglementations en France sur la surveillance de la qualité de l'air, mais pas vraiment sur les émissions des produits d'entretien dans l'air. C'est pour ça que la certification existe et qu'elle a un intérêt pour les industriels. Donc on va aussi aider les entreprises dans leur formulation de produits. Donc on a des entreprises qui vont passer par la certification pour tester des produits. Donc, ils vont obtenir une note qui va de A+ à C, et on va indiquer les substances qui vont être problématiques. Et on voit qu'il y a certaines entreprises qui vont, en amont, faire des tests, reformuler le produit pour pouvoir proposer des produits les moins émissifs. Et donc, on a un réel impact sur le processus industriel. Docteur Foudy, oui. Je vous ai vu opiner du chef. Oui, vous êtes d'accord sur important. Ce qui vient d'être dit. Ce type de certification est très important. Je vous donne un exemple sur les produits de décoration au plan national. Produits de décoration, hein, donc oui, on est sur parce autre que là chose, aussi hein. on a A+, A, etc., Oui, votre peinture, etc. Je vais acheter une peinture, par exemple. Il y a exemple. marqué A+. À côté de moi, il y avait à cette réunion du plan national l'Institut national de la consommation, 60 millions de consommateurs, qui nous dit, nous on a fait un contrôle sur les peintures à l'eau. 20, ils présentent donc 20 peintures à l'eau, toutes étiquetées A+, puisque l'étiquetage est obligatoire, et il nous dit, il y en a 6 qui ne sont pas A+, du tout. Alors je lève le doigt et je dis, mais parce qu'il y a des contrôles qui sont faits. Non, aucun contrôle n'est fait, juste l'étiquetage est obligatoire, il n'y a aucun contrôle. Et donc je demande bêtement, je demande qu'il y ait un contrôle indépendant, aléatoire, d'un organisme indépendant tous les ans, et on ne m'a jamais répondu. Donc ça dure. Donc là, qu'il y ait un contrôle sur en plus beaucoup plus de produits, sur les produits néoformés, les produits secondaires. Et sur les interactions. Et sur les interactions, ces produits secondaires, c'est extrêmement important parce que quand vous achetez un A+, sur la décoration, vous n'êtes même pas sûr que c'est un A+. Donc là, être certain de tout ça, c'est très important. Oui, Merci beaucoup parce que là, vous apportez votre crédit ici autour du plateau, autour de la certification Air Label Score. Je vous en prie. Je voulais juste compléter par rapport au contrôle. Donc on analyse chaque produit indépendamment. Par exemple, si on a la même base mais avec différents parfums, ça va à chaque fois être une analyse différente. Et vous faites une analyse différente. Oui. Et en plus de ça, on contrôle 10% chaque année, en fait, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification involontaire des fabricants ou autres. On va recontrôler 10% des produits pour vérifier. De façon aléatoire, j'imagine. De façon aléatoire, exactement. Merci beaucoup. Voilà donc pour le premier tableau, très intéressant. Vous nous avez dit, docteur, surtout aérer les pièces, parce que dans vos locaux professionnels, vous êtes encapsulés. Donc veillez à ce que la VMC fonctionne. Veillez également à ouvrir les fenêtres chaque fois que c'est possible. Vous aurez toujours un air intérieur qui sera équivalent au mieux à l'air extérieur. Oui. Et je n'ai pas fini. Je milite pour les capteurs CO2. Ce n'est pas un polluant, mais c'est un témoin du confinement. Quand votre CO2 monte, ça veut dire que c'est confiné. Et là, c'est un élément indicateur pour rappeler que c'est le moment aussi d'aérer. Et nous avons dit, il y a un certain nombre d'ingrédients maintenant qui vont influencer la qualité de l'air intérieur. Vous avez tout d'abord les matériaux qui se trouvent dans les pièces, bien sûr, mais il y a également ce que l'on va y ajouter, et entre autres les produits d'intérieur. Et c'est là où vous intervenez, Monsieur Lamarie, où vous dites, nous avons mis au point un label, et ce label permet effectivement de certifier le nombre d'interactions, en tous les cas, entre les différents ingrédients que l'on peut retrouver dans l'air. Nous sommes bien d'accord, c'est bien cela l'idée? Tout à fait. Et vous attribuez une note. Et vous revérifiez cette note d'année en année. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est essentiel pour le consommateur d'avoir cette info. Nous, en fait, à la base, on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait cette demande. Donc nous, notre corps de métier à l'époque était l'analyse en fait de la qualité de l'air dans les locaux, chez les particuliers. Et donc on était constamment, on recevait la demande de quel produit choisir pour mon air intérieur, et il manquait une réponse. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, notez bien vos questions. Dans une bonne grosse vingtaine de minutes, nous examinerons vos questions et nous les répartirons entre les intervenants qui se trouvent sur ce plateau. Samy Lamarie, je continue avec vous. Imaginons un produit, un industriel, un produit. Il vous présente ce produit pour certification. D'abord, j'imagine que c'est lui qui va payer l'ensemble des examens que vous allez faire. Deuxième chose, qu'allez-vous faire avec ce produit ?
Donc, le processus de certification est très très simple. Donc, on ne demande pas d'audit de la société, on ne va pas analyser le processus de fabrication, on ne va pas demander des rapports de la part de l'entreprise. C'est très très simple. Donc, on demande d'avoir des échantillons de produits. Donc simplement les recevoir. Nous, on va les analyser pour voir le scénario qui est le plus adapté. Donc on a des centaines de scénarios bien définis en fonction des catégories de produits, vu qu'on ne va pas analyser un spray nettoyant salle de bain de la même façon qu'un nettoyant sol, même si c'est la même base de produits. Et donc nous, on va envoyer ça au laboratoire selon notre scénario d'analyse, et en 5 à 9 semaines, on va pouvoir remettre une note à l'entreprise avec un rapport bien détaillé, avec toutes les substances qui vont être émises, et mettre en exergue, s'il y en a, les substances qui sont problématiques. Et sur base de ça, la société va pouvoir avancer. Vous avez abordé la question tout à l'heure, mais vraiment sur la frange. Pourquoi existe-t-il deux labels score, un pour les produits ménagers et un pour les produits pour les professionnels? Donc l'utilisation des produits particuliers n'est pas la même que les produits professionnels. Donc un particulier va utiliser un produit ponctuellement dans sa semaine. Il ne va pas l'utiliser tous les jours et être exposé au produit pendant une certaine durée. Et donc les valeurs d'exposition et les scénarios ne vont pas être les mêmes. Donc on va s'intéresser à des valeurs d'exposition beaucoup plus strictes pour le secteur professionnel que pour le secteur particulier, parce que les professionnels doivent être protégés dans une utilisation quotidienne. Et donc, l'obtention de la certification professionnelle, en fait, va aussi bien protéger les collaborateurs de l'entreprise qui vont utiliser les produits quotidiennement, mais également garantir aux occupants des bureaux, donc c'est-à-dire aux collectivités, au secteur public, aux écoles, aux crèches, que les produits, du coup, ne sont pas émissifs dans leurs locaux. Et donc les scénarios d'analyse vont être différents, et on va encore plus loin au niveau des valeurs seuil de toxicité. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, quelle garantie proposent tous ces labels? Claire Normand, merci beaucoup d'être avec nous. Si Werner et Merz, France en tous les cas, a fait beaucoup de chemin, ou plutôt Werner et Merz dans sa globalité, a fait beaucoup de chemin sur plusieurs labels, j'imagine c'est qu'il y a une raison. Oui, tout à fait. On va reprendre un petit peu l'histoire de chez Werner et Merz. Donc, ça fait depuis milieu des années 80 où on s'est posé des questions par rapport aux problèmes environnementaux et problèmes sur la santé. Et on a décidé, la société familiale a décidé de s'orienter vers des produits qui soient plus sûrs pour l'environnement et pour la santé, et qui a commencé à regarder les ingrédients qu'ils mettaient dans ces produits. Donc, on a commencé par certifier un produit, deux produits, et après, dans les années 90, c'est arrivé l'écolabel européen. Donc, on avait déjà commencé donc à faire des produits verts sans être des produits dits écologiques, parce que ça n'existait pas. Et nous sommes partis, donc la société est partie sur la certification avec l'écolabel européen. L'objectif de l'écolabel européen est de réduire les effets sur l'environnement, sur la santé. Et nous avons donc certifié et créé notre gamme Green Care, donc avec des produits, que ce soit pour l'entretien des locaux, pour la cuisine ou pour le linge, quand les écolabels existent là-dessus. Donc, première étape, 10 ans seul, je dirais. Ensuite, écolabel européen. Et nous sommes aux alentours de quoi? Des années 2000-2010? Oui, voilà. Après, aux alentours des années 2000-2010, on s'est rendu compte, tout le monde avait son écolabel, tout le monde a fait des produits écolabellisés. Et comment arriver à faire la différence entre un produit et un autre? Et on a découvert, parce qu'on réduisait, mais à un moment donné, il faut aussi peut-être voir dès la conception. C'est pas juste réduire qui est important, c'est aussi bien concevoir dès le départ. Et pour cela, on s'est tourné vers le label de type 3, qui est le Cradle to Cradle, qui veut dire du berceau au berceau, qui est un label qui parle d'éco-conception, parce qu'on va aussi bien regarder, on va devoir noter nos produits sur 5 critères. 5 critères. Qui sont
la gestion de l'eau, la RSE, également l'énergie. Et les deux principaux qui nous intéressent, c'est l'utilisation de matières renouvelables, donc que ce soit au niveau de la formule ou également de l'emballage, et également donc après le gros volet qui est l'utilisation de matières qui soient sûres pour l'environnement et l'utilisateur. Et la façon de faire du cradle to cradle est de noter donc les formules, et selon la note que l'on souhaite avoir, on va aller regarder plus ou moins loin dans la formule. Et sur le côté sécurité de l'utilisateur et pour l'environnement, Werner & Merz et donc la marque Green-Care est allée pour aller prendre le label, le niveau le plus haut, le platine. Ce qui veut dire que l'on va tester tous les ingrédients, toutes les matières premières. Ils vont également regarder les impuretés contenues dans les matières premières et regarder les interactions. Donc, avec ce label-là et par rapport à la qualité de l'air intérieur, on s'est dit qu'on allait également plus loin. On va plus loin sur d'autres choses, sur les déchets, sur d'autres choses, mais sur le point de vue de notre sujet aujourd'hui, voilà, on apporte plus de sécurité à l'utilisateur. Et pour Werner, obtenir la note platine sur cette catégorie-là est très important. C'est donc le deuxième label auquel vous vous êtes soumis, ou en tous les cas auquel vous avez soumis vos produits. Troisième label, vous découvrez alors Air Label Score, j'imagine. Voilà, dans les années, au moment du Covid, je dirais, un peu avant, voilà, on a vu ce label arriver également et qui nous a beaucoup intéressés parce que pouvoir garantir aux utilisateurs des locaux qu'ils sont nettoyés avec des produits qui vont préserver l'air intérieur, mais également pouvoir garantir à l'occupant, et à l'utilisateur du produit ou à l'entreprise qui l'emploie de pouvoir garantir à ses employés qu'ils utilisent des produits qui sont sains, le plus simple pour leur santé, dans de bonnes conditions d'utilisation, parce qu'il va falloir également voir les conditions d'utilisation des produits, ne pas faire n'importe quoi avec un produit. Voilà. Et donc vous êtes arrivé. Là, vous avez toute une gamme, vraiment, tous les travaux de Werner & Merz ont conduit jusqu'à toute une gamme certifiée Air Label Score. Notre objectif n'a pas été de certifier l'ensemble de notre gamme Green-Care, mais de certifier au départ 5 produits, maintenant on en est à 7, donc les 5 premiers avec la note A+. Donc la plus haute. La plus haute, d'accord. Pour pouvoir proposer aux entreprises de propreté, aux collectivités, d'avoir une gamme de produits sûrs pour l'entretien courant de leur bâtiment. On n'a pas besoin des 5 produits pour l'entretien de tous les jours des bâtiments, mais ça va permettre à adapter la bonne méthodologie par rapport au lieu. Voilà, avec 2 ou 3, voire 3 produits, on fait l'entretien courant d'un bâtiment à l'heure actuelle, et de pouvoir garantir aussi bien aux occupants des locaux, donc aux acheteurs ou aux utilisateurs, d'avoir des produits. Samy Labary, vous reconnaissez quand même que Werner & Merz a été un élève assidu sur Air Label Score. Oui, donc Werner & Merz était la première entreprise à faire certifier ses produits professionnels. Et ce qu'on remarque, c'est que on a de plus en plus de demandes à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi le marché qui bouge dans ce sens. Je vous en prie, docteur Je voulais juste vous citer l'étude du Lancet. Le Lancet, c'est le journal de référence médicale qui a montré que les 3 grands problèmes de l'humanité sont le climat, bien sûr, la perte de biodiversité, les rejets environnementaux des produits, c'est extrêmement important, et les pollutions chimiques. Pollution de l'air, pollution chimique, qui sont devenues, ces 2 pollutions, la première cause de mortalité au monde devant le tabac. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fumer, parce qu'un jour j'ai dit ça, on m'a dit ça m'a donné envie de fumer une cigarette. Non. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment un enjeu majeur, et que si vous faites du bien à l'un, vous faites du bien à l'autre. On fait du bien à l'autre, merci beaucoup. Nous allons voir, si vous le voulez bien, le 3e tableau. Dans le 2e tableau, nous venons d'apprendre, de bien voir que la certification est une certification technique, technologique, que c'est une certification qui est reconduite d'année en année. Je veux dire par là que, et je parle sous votre contrôle, que vous vous ressaisissez pour 10% en tous les cas des produits que vous avez certifiés, de nouveaux échantillons, de façon à bien vérifier que les compositions n'ont pas changé. C'est bien cela, monsieur Labary? Tout à fait. Et également, la certification évolue avec la recherche, donc d'une année à l'autre.
On va aussi réévaluer toutes les notes de tous les produits. Donc si on découvre après 1 an qu'une substance a un seuil toxicologique plus faible, eh ben on va réadapter les notes et donc les notes des entreprises peuvent évoluer. Donc la certification évolue avec la recherche scientifique. Merci beaucoup. Et dans ce deuxième tableau, nous venons de voir aussi le cas d'une entreprise. Un parcours long, important et qui conduit jusqu'à Air Label Score aujourd'hui. J'aimerais que nous abordions le troisième tableau, si vous le voulez bien. Quelles sont les bonnes pratiques? Et vous l'avez abordé, Claire Normand, vous avez dit, attendez, on peut certifier tout ce qu'on veut, encore faut-il que la pratique soit bonne et que l'on utilise bien les produits. Il y a un mode d'emploi. Voyons ensemble les bonnes pratiques, voyons aussi peut-être les idées reçues que nous pouvons avoir sur les ingrédients ou les produits d'intérieur pour pouvoir conserver un air de qualité acceptable à l'intérieur. Alors, docteur, bonne pratique, ou plutôt les idées. Non, non, je vais d'abord demander à M. Lamary, si vous le permettez. Il y a une idée reçue. L'idée reçue, c'est la suivante. Prenons des produits naturels, ça ira mieux. Par exemple, le vinaigre blanc. Vrai, faux, dites-nous. Idée reçue, bonne ou pas? Donc on ne peut pas donner une idée globale sur tous les vinaigres blancs parce qu'on en a une multitude, donc il faut tester les produits indépendamment. Mais l'idée globale est fausse. Donc on a eu l'occasion de tester certains vinaigres ménagers avec différentes concentrations, dont la composition est de l'eau et de l'acide acétique de base sur l'étiquette. Et pour certains, on a pu retrouver des substances assez surprenantes qui nous ont surpris et qui ont également surpris l'entreprise qui a fait les tests. Donc on a pu retrouver du formaldéhyde, donc qui est en cancérigène. Traduction A. Donc c'est un cancérigène certain, au-dessus des valeurs de toxicité. On a pu aussi retrouver de l'acroléine, qui était un gaz utilisé pendant la Première Guerre mondiale en trop grande quantité, et également de l'acide acétique qui a aussi une valeur de toxicité, donc qui est une décomposition du vinaigre en trop grande quantité. Donc on a eu vraiment des résultats assez surprenants, et donc le produit avait la note C et était fortement émissif. Donc le fait de donner une idée sur un produit est naturel et donc il va être faiblement émissif, n'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Et également, ce qu'on voit, c'est que la réglementation va évoluer pour éviter aussi le greenwashing. Donc à partir de 2023, donc c'est une réglementation européenne qui va en fait interdire toutes les allégations des entreprises un peu commerciales, par exemple éco-friendly, sans contrôle et sans vérification d'une tierce partie, pour vraiment donner une meilleure information aux consommateurs. Docteur Chouvet, vous saviez ça, vinaigre blanc, en réalité, bon, non, il vaut mieux aller voir dans la composition du vinaigre blanc pour voir les interactions. Vous connaissiez ce... C'est-à-dire que les interactions secondaires sont pas étudiées. Donc, en effet, ça. Je voulais juste dire un mot sur le Covid et vinaigre blanc. En fait, il est acide, le vinaigre, donc il ne va pas détruire le Covid, puisqu'il est encapsulé. Ça ne sert à rien. Donc, ça ne va pas suffire sur votre surface. Par contre, l'aspect mécanique, puisqu'il est encapsulé, et l'aspect moussant, détergent, va détruire cette capsule du virus et va le détruire. Donc, vous voyez, j'avais plusieurs fois la question, est-ce qu'avec du vinaigre, je vais stériliser ma surface? Mais d'ailleurs, stériliser ne sert à rien. Alors, c'était même la question. Mais oui, mais je savais que vous alliez la poser. Faut-il désinfecter? Mais c'est une idée qu'on a. On peut désinfecter. L'idée, alors, ils auraient pu vous le dire, d'abord, le propre ne sent pas, bon, déjà, il n'y a pas d'odeur au propre, et deuxièmement, en effet, désinfecter ne sert à rien, sauf cas particulier d'épidémie, ou de risque épidémique, évidemment, ou des endroits sensibles, le bloc opératoire, évidemment. Sinon, il y a des études qui montrent que si vous mettez un désinfectant, l'eau de Javel par exemple, un désinfectant, et que vous n'en mettez pas, 2 heures après, 2 heures et demie après, c'est strictement revenu à ce que c'était. C'est-à-dire que les germes sont revenus. Là, ma main, il y a plein de micro-organismes. Je repose la main de quelque chose que je viens de stériliser, c'est recontaminé. Mais pire, en faisant ça, vous sélectionnez les mauvaises bactéries. Ces mauvaises bactéries qui vont devenir résistantes et qui vont favoriser l'antibiorésistance, qui va être un problème. Chacun connaît l'histoire d'un ami qui a eu des problèmes à l'hôpital avec une bactérie qu'on ne pouvait pas traiter, les antibiotiques ne marchaient pas. Et donc, désinfecter
ne sert à rien parce qu'il y a une recontamination et en plus avec une sélection de mauvaises bactéries. À l'hôpital, donc pas dans les endroits sensibles, on pense remettre des bonnes bactéries, par exemple dans les couloirs, c'est-à-dire ne plus désinfecter, mais remettre des bonnes bactéries qui vont prendre la place aux mauvaises. Parce que si vous enlevez les bonnes, les mauvaises, elles viennent. Et donc, vous voyez que... On en est là. Voilà. Donc, si évidemment, si votre enfant a la salmonellose et fait caca au milieu de la pièce, bien sûr. C'est une chose. Mais sinon, ça ne sert à rien. En plus, l'eau de Javel, par exemple, dans les WC, ça ne nettoie pas et ça ne vient pas enlever les bactéries qui sont sous le tartre. Bon, merci pour ces précisions. Une question encore pour vous, docteur. Est-ce que vous donnez, vous, votre association, des formations aux acheteurs pour les conseiller chaque fois qu'ils doivent sélectionner un produit d'entretien? Alors nous, par des hygiénistes qui sont dans les hôpitaux, c'est uniquement vers les établissements de santé. D'accord. Qui a permis de dire un ménage beaucoup plus efficace avec une réduction de ces produits désinfectants dans les zones non sensibles. Après, sur l'aspect profession du ménage, donc ce n'est pas nous qui nous allons. Ou de l'entretien des locaux professionnels, vous ne le faites pas. Samy Lamarie, est-ce que vous êtes consulté par des entreprises, par exemple des entreprises de propreté, qui viennent vous consulter pour sélectionner, voir comment on peut faire mieux? Oui, donc nous on est consulté par des entreprises de propreté de tout type, donc ils vont nous demander quel type de produit on peut utiliser pour répondre à cette problématique du consommateur, vu qu'il le voit de plus en plus dans les médias qu'on en parle de ce problème de qualité d'air intérieur. On remarque aussi qu'en France, 78% des Français pensent que les produits d'entretien peuvent avoir un impact sur la santé, donc c'est assez énorme. Et donc on voit qu'il y a un vrai mouvement, une vraie demande des entreprises à ce niveau-là. Et donc nous, on va leur recommander vraiment de soit demander à leurs fabricants ou aux distributeurs s'ils proposent ces produits certifiés, Air-Label Score, ou si les fabricants ne le font pas, de leur demander ou de se tourner directement vers des fabricants qui proposent ce type de produit. Donc on a cette demande, on va les informer au niveau de la problématique et ils vont aussi avoir un certificat s'ils le souhaitent qui prouve que leurs produits que les produits qu'ils utilisent n'ont pas d'impact, qu'ils peuvent aussi demander directement aux fabricants de produits. On va aussi informer à d'autres niveaux, donc au niveau de la petite enfance, on nous contacte aussi pour donner des formations à ce niveau-là. On va aussi communiquer vers les différentes sociétés de nettoyage et industriels pour qu'ils rentrent dans la démarche. Et donc nous, on a vraiment une communication proactive d'information, mais également à un niveau plus important. Donc par exemple, l'ANSES, donc en France, pour l'étude d'une nouvelle réglementation et d'une nouvelle méthodologie d'évaluation des produits d'entretien, nous consultent dans leur groupe de travail, vu qu'on est les seuls dans le monde à faire ce qu'on fait au niveau de l'analyse des produits et qu'on a la plus grosse base d'études en fait, d'émissions des produits pour voir comment mettre un cadre méthodologique. Donc, nous, on est là pour informer au maximum si certains fabricants ou si certaines sociétés de nettoyage ou d'autres secteurs qu'ils n'hésitent pas à nous contacter après. On pourra les rediriger vers les entreprises qui peuvent proposer des produits. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas, dans 5 minutes, c'est à vous. Toutes les questions que vous aurez fait parvenir à notre standard vont nous être communiquées et à ce moment-là, ce seront vos intervenants qui vont pouvoir s'en saisir et vont pouvoir vous répondre directement. Donc notez-les bien, dans 5 minutes, c'est à vous. Claire Normand, en tant que fabricant, y a-t-il une demande croissante pour vos produits certifiés Air-Label Score ? Oui, comme on dit, il y a vraiment une demande depuis la qualité de l'air intérieur intéresse beaucoup les gens, se préoccupe beaucoup les gens et ils se posent les bonnes questions de savoir comment faire pour améliorer cet air intérieur. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut surtout avoir des bons protocoles d'utilisation des produits et il y a des choses que nous, en tant que professionnels, on a déjà mis en place. Quand on nettoie toujours du haut vers le bas. On va d'abord dépoussiérer avant de laver. Dépoussiérer et laver en même temps, ça n'a jamais fonctionné. Il faut mieux dépoussiérer et laver
2 fois par semaine une salle qui a été peu occupée que l'inverse, je dirais, parce que la poussière va venir se poser, se coller sur les surfaces et faire va permettre après aux amalgame bactéries invisible. de pouvoir se développer plus facilement. Donc on nettoie avec les bonnes quantités, avec les bonnes de produits. Mettre trop de produits, mettre moins de produits. Les produits ont été faits pour être efficaces à un dosage et on va utiliser les bonnes méthodologies. Il vaut mieux utiliser des sprays mousse si on préfère avoir des produits soit prêts à l'emploi, soit des concentrés en pulvérisateur. Prendre du spray mousse plutôt qu'un spray nébulisant qui va faire des particules dans l'air. Et en même temps, quand on a un spray mousse, on peut l'éloigner de son nez, de la personne pour pouvoir avoir le moins de nébulisation. Après, il est recommandé aussi d'utiliser la lavette microfibre avec le seau, donc de diluer le produit dans le seau et de nettoyer avec le seau et le produit, ou pour les sols, utiliser la pré-imprégnation. Donc il y a ce côté de qualité de l'air où on ne va pas émettre le moins de choses dans l'air, mais il y a aussi le côté troubles musculo-squelettiques et les TMS qui peuvent également être un gros problème au niveau du nettoyage. Donc en utilisant les bonnes méthodes, on va agir sur tout. Et après, c'est le choix des produits. Dire que comme disait le docteur Souvé, au niveau de... Si je pulvérise dans le propre, ça ne veut pas dire ça sent bon. Pulvériser dans l'air un produit ne sert à rien. Il vaut mieux avoir quelque chose qui nettoie que c'est un cache-misère. Voilà. Merci beaucoup. C'est extrêmement technique en fait. Tous les sols et toutes les surfaces, on fait ça dans l'ordre. On ne fait pas ça n'importe comment. Et là, j'ai vu, vous étiez d'accord. Oui, tout à fait. Alors docteur, allons-y. Et on va du propre vers le sale, on ne va pas du sale vers le propre. Et on va du propre vers le sale. Chez vous, c'est vous qui nettoyez? Bien, bon, d'accord. Notre question, on change de sujet. Juste pour vous dire que le ménage, c'est un équilibre entre les produits chimiques, oui. Le produit d'entretien, la mécanique, le fait de passer, vous avez dit, la microfibre, voilà. c'est très microfibre, important. Vous confirmez, voilà, Oui, tout c'est ça. fondamental. La température aussi. Ah, du coup, mais ça n'a pas été Et la dit, durée. oui. C'est un équilibre en tout ça. Hein, vous confirmez, Madame Normand, la température du produit également? On nettoie à l'eau froide les sols et les surfaces. On nettoie à l'eau froide. On n'a pas besoin de nettoyer. Oui, à la maison, le choix ne sert à rien. Hein. Bon. Et donc, on parlait des biofilms. Si vous en mettez trop, ça crée un biofilm et en fait, les bactéries viennent dessous. Et donc, voilà. Donc... Enfin, j'imagine que les entreprises de propreté connaissent tout cela, bien sûr, mais enfin, on voit aussi que les fabricants, bien en amont, s'intéressent évidemment non seulement à leurs produits, mais à leur usage, à leur mode d'emploi et à la meilleure façon d'obtenir le meilleur résultat à l'arrivée. Monsieur Lamary, vous occupez aussi du mode d'emploi ou pas? Donc nous, on va à chaque fois juger du mode d'emploi remis par les entreprises, mais dans les scénarios d'analyse, il y a à chaque fois l'exposition la plus haute des utilisateurs, ce qui va être différent du particulier que pour du professionnel, parce que c'est plus cadré dans une utilisation professionnelle que par un consommateur lambda. Donc on va vraiment avoir des scénarios d'analyse bien spécifiques en fonction des différentes catégories de produits. Et donc on se base sur le mode d'emploi, mais on va le challenger pour voir s'il correspond bien à une réalité d'utilisation. Merci beaucoup à tous les trois déjà d'avoir répondu sur ces trois tableaux. À retenir vraiment les choses fondamentales qui ont été dites et partagées aujourd'hui. La toute première chose, c'est simplement que la qualité de l'air intérieur est d'abord fonction de l'extérieur. Aérons, aérons, aérons encore. Premier point. 2. Attention sur les ingrédients intérieurs. Sur les ingrédients intérieurs, il y a ici un certain nombre de produits d'entretien qui veillent beaucoup plus que d'autres à la qualité, à l'effet qu'ils peuvent avoir sur l'air intérieur. Deuxième tableau, nous avons appris ceci, c'est que les labels permettent de certifier un certain nombre d'interactions ou de limitations dans les interactions dans l'air que nous respirons. Ici, par exemple, Air Label Score, institut de certification privée qui va analyser de façon technique et scientifique et de la façon la plus approfondie et faire en sorte que sur toutes les interactions, ce soit la réglementation la plus
forte, la plus haute, la plus exigeante, qui soit prise en considération pour pouvoir noter le produit. Et puis enfin, on l'a dit aussi, attention au mode d'emploi. Respectons simplement le mode d'emploi préparé par les industriels de façon à pouvoir obtenir du produit à la fois sa meilleure efficacité et aussi la réduction majeure de ses effets sur l'air que nous respirons. Voyons à présent, si vous le voulez bien, les questions qui sont les vôtres. Tournons-nous, si vous le voulez bien, vers d'autres standards. Écoutons la première question. J'imagine qu'il y en a. Oui, bonjour. Allons-y, je vous en prie. Vous m'entendez ? Donc il y a eu beaucoup de questions. Alors j'ai essayé de les regrouper par grandes thématiques pour essayer d'y répondre. Une des thématiques, c'est des questions supplémentaires un peu sur les bonnes pratiques, sur les méthodos donc de nettoyage et surtout l'aération, parce que tout le monde a bien compris l'importance d'aérer. Les deuxièmes types de questions concernent donc le choix des produits, comment les reconnaître, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas. Troisième type de question, c'est sur label score, sur son coût, son prix, son impact possible sur le prix final des produits et un peu plus sur le processus de certification. Et les derniers types de questions, c'est sur les alternatives d'autres produits type naturel. Est-ce qu'ils sont préférables, type savon de Marseille? On parle d'eau ozonée, on parle également de produits de nettoyage à base de spores de bactéries. Est-ce que ce sont des solutions recommandables par rapport à la qualité de l'air? Donc je vais commencer par les bonnes pratiques. Donc tout le monde a compris que aérer c'était bien, mais faut-il aérer et avoir les fenêtres ouvertes pendant l'utilisation des produits, enfin pendant les process de nettoyage? Alors allons-y. Qui démarre? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Docteur, oui, je vous en prie. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est pas toujours simple, mais au moins après le ménage, le faire. D'abord vérifier que la ventilation est efficace. Donc il faut que l'entreprise, enfin celle qui reçoit son personnel et les gens qui font le ménage, s'assure que la ventilation est efficace. Dans l'idéal, c'est une double flux. Vous savez, je suis allé au ministère de la Santé l'autre jour, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres non plus. Donc j'ai demandé, alors là, j'étais le chien dans le jeu de qui, est-ce que votre ventilation est double flux? Bon, en tout cas, il faut vérifier sa ventilation, aérer, peut-être faire le ménage aux heures où justement les produits ont eu le temps de s'éliminer, peut-être le soir, c'est pas toujours simple, plutôt que juste avant que le personnel rentre, par exemple, voilà. Mais aération, ventilation, voir si vous êtes au bord du périque, filtration, alors c'est pas la même pollution, c'est les particules fines du trafic, mais une étude européenne avait montré que ces trois éléments, aération, ventilation, filtration, et ne pas utiliser des produits toxiques à l'intérieur, pouvaient diminuer la charge de maladie entre 20 et 44%, ce qui est considérable. Samy Lamarie, sur toutes ces questions, allons-y, au plus court. Donc sur les questions d'utilisation et de ventilation de l'intérieur, je rejoins l'avis d'avoir un système de VMC qui est essentiel. On est d'accord. Rien d'autre à ajouter là-dessus? Et de bien sélectionner, donc d'avoir un bon système de VMC bien paramétré, vu qu'on sait que on a plus de 50% des systèmes de VMC qui sont mal paramétrés, donc qui ne fonctionnent pas correctement. Vraiment sélectionner donc, des produits donc en amont, ne pas mettre certains produits qui peuvent... Il a tout à fait raison. C'est au plan national, santé environnement, dans le neuf et dans l'ancien, 50% des systèmes de ventilation ne sont pas suffisamment efficaces. Donc, si vous faites un bâtiment neuf, par exemple, il faut vraiment veiller à ça. Claire Normand. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les fenêtres, je pense. Et on ouvre les fenêtres. On demande aux gens, même dans les protocoles, d'aérer une pièce. Quand vous êtes en maison de retraite, que vous avez une personne âgée, par exemple, dans la chambre en plein hiver, ça va être plus compliqué. Mais si possible, on demande d'aérer, et le temps où l'on va pouvoir faire le ménage dans un lieu, il est bon d'avoir les fenêtres déjà ouvertes. Voilà. 3 mots à retenir. Ventilation, aération, filtration. 3 mots vraiment importants. Retournons au standard. Question suivante. Oui, ça concerne les produits. Tout le monde est conscient qu'il faut avoir des produits moins émissifs, mais qu'en est-il de l'efficacité? Est-ce que ces produits-là seront aussi efficaces? Qui se saisit de la question? Je vous en prie, Claire. En étant fabricant, c'est pour ça que nous, on se contente vraiment d'avoir un panel de labels et on va pouvoir on va tester notre efficacité de produit
pour nous, il est important, même pour un produit écologique, et surtout pour un produit écologique qui soit aussi performant qu'un produit traditionnel pour le mettre sur le marché. On ne mettra jamais un produit il faut qu'il soit de la même performance, mais qu'il soit plus sûr pour la santé. Moins de classification, et si possible non classé, ce qui veut dire irritant ou corrosif, pour garantir la plus grande sécurité. Mais la performance... en professionnel, il est important d'avoir des produits performants. Bien sûr. On ne va pas frotter 10 fois plus et créer des troubles musculo-squelettiques, des choses. Et puis on n'a pas le temps. Le temps du ménage est un temps assez réduit dans nos locaux. Donc il est très important d'avoir des produits. Docteur Chouvet, vous validez? Tout à fait. Merci beaucoup. On retourne, monsieur. Oui, je valide aussi. Il y a l'idée de croire que parce qu'un produit est moins émissif, il a une moins grande efficacité, n'a pas lieu d'être. Et on va retrouver tout type, nous, de produits certifiés Label Score, dont des notes A+, qui ne vont pas forcément être que des produits de base écologique ou naturelle. Donc ces liens n'ont pas lieu d'être au niveau de l'efficacité et des émissions de produits. Merci beaucoup. On retourne au standard. Question suivante. Alors, toujours concernant les produits, est-ce que pour les choisir, est-ce que les pictos présents sur les produits peuvent être une information pour les choisir par rapport à leur toxicité, notamment toxicité dans l'air? Je vous en prie, monsieur Lamarie. Merci. Par rapport donc aux pictos qui sont mis sur les produits pour ce qui est de la toxicité dans l'air, donc si on retrouve le label Air Label Score, là, ça permet d'avoir une information pour le consommateur de choisir ce produit. Mais sinon, les autres pictogrammes existants sur les produits ne donnent pas cette information vu qu'aucun test d'émission n'est réalisé. Donc seul notre certification peut donner cette information sur les émissions dans l'air des produits. C'est un vrai souci, ça, docteur, quand même, hein, les pictogrammes. Oui, je sais pas, on appelle ça quoi, le greenwashing, là, je ne sais plus. Ouais. Oui, donc là, je vous dis, l'élément majeur, c'est un contrôle indépendant, beaucoup plus. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en France, les COV, c'est à peu près 10 COV, notamment pour la décoration. Eux, c'est plus de 150. La législation allemande, par exemple, est beaucoup plus évoluée que la législation française, et il devait y avoir une harmonisation. C'est pour ça qu'on m'avait dit, donc les contrôles ne seront pas obligatoires, par exemple, pour les produits de décoration. Mais donc, ça va beaucoup plus loin, et on l'a dit tout à l'heure, ces composés néoformés, ces composés secondaires qui se créent par les réactions chimiques entre eux, sont vraiment un élément essentiel. Ouais. Claire, quelque chose à ajouter? Mais disons que après tout ce qui est un produit qui soit irritant, corrosif, si c'est par rapport à ces cycles-là, c'est pas parce que le produit est classé irritant qu'il sera mauvais pour la qualité de l'air intérieur. Là, on est sur quelque chose qui est par rapport à une classification, par rapport au danger sur la peau, voilà. Donc quand on fait l'entretien, donc le ménage, il faut mettre des gants. C'est une évidence. Après, quand vous avez le picto, mais il existe très peu ou même pas sur les produits détergents du bonhomme qui explose à l'intérieur. Là, c'est sûr qu'il y a des composés volatiles à l'intérieur qui vont pas être où il va falloir qu'ils ne seront pas fastes. Merci Claire Normand pour votre commentaire. Docteur Chouvet. Non, je voulais dire la formation initiale et continue des acteurs du ménage, c'est quand même un élément important. Il y a les produits donc moins émissifs, c'est une évidence, mais il y a aussi cette formation continue, des piqûres de rappel pour... moi, j'ai vu dans ma clinique, il y en a qui n'avaient pas de gants, par exemple. Parfois, pas toujours, mais parfois. Merci beaucoup pour la précision. On retourne au standard. Question suivante. C'est toujours lié au label. Est-ce que des produits certifiés Air Label Plus sont automatiquement Écolabel ou EcoCert? Monsieur Lamarie. Les produits certifiés Air Label Score A+, ne sont pas spécialement des produits éco-certifiés ou des produits qui sont uniquement à base de produits naturels, vu que c'est une information qui est différente. Donc nous, on ne donne pas une information au niveau de l'écologie, donc de l'impact sur la planète. On en donne indirectement, vu que c'est les émissions dans l'air, mais on ne va pas vraiment parler de l'environnement de la planète, mais de la santé, donc des personnes.
Et donc nous, c'est cette information qu'on va donner, mais notre certification va se coupler avec une certification de type écolabel qui va donner cette information. Et donc nous, on va vraiment donner une information santé. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une étude récemment sur les informations que les consommateurs recherchaient, en fait, donc, ou pourquoi les consommateurs achetaient des produits éco-certifiés. Et ce qui revenait, c'est que la première raison, c'est d'abord pour la santé de leur famille, et ensuite de l'environnement, donc, parce que l'être humain fait d'abord attention à sa santé. Et nous, on a voulu aller aussi plus loin dans cette étude en regardant les informations que les consommateurs recherchaient. Donc, on a mis Airlabel Score sur le même produit comparé à un écolabel, un EcoCert et d'autres certifications. Et on voit que sur toutes les catégories de produits, le consommateur se dirige vers le Airlabel Score, vu qu'il recherche en fait cette information santé pour pouvoir avoir les produits les plus respectueux de son environnement intérieur. Soyons très clairs, parce que ça mérite du coup de refaire la précision. Vos analyses à vous consistent en ceci. D'abord, vous pulvérisez le produit ou vous l'utilisez dans une pièce vraiment étudiée pour cela. Deux, vous regardez les dosages des substances qu'il y a ensuite dans l'atmosphère et vous comparez ce dosage avec les normes les plus sévères qui sont édictées dans le monde entier. C'est bien cela, c'est ça que vous faites. Exactement. Et au nom de la santé. Exactement. C'est bien cela. Donc, pas au nom d'une protection éventuelle de l'environnement éventuel. Docteur Chouvet. Oui, je suis obligé d'intervenir. Je vous en prie. Notre santé dépend de l'environnement. C'est le concept One Health, une seule santé. Il n'y a pas de bonne santé humaine sans un environnement sain. Donc, j'en conclus, logiquement, que les deux labels, les labels écologiques et le label d'émission, sont indispensables. Sont indispensables, les deux. Ensemble. Merci beaucoup. Claire Normand, vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit? Tout va bien? Non, tout va bien. Nous, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir. Voilà, donc on ne se contente pas d'un label. Ça va pouvoir prouver plusieurs choses. Merci beaucoup. Nous retournons au standard. Question suivante. Ça concerne donc le coût de la certification de Label Score et si ça risque d'impacter finalement le coût d'achat des produits certifiés. Donc au niveau du coût de la certification Airlabel Score, donc la tarification dépend du type de scénario, dépend de la quantité de produits à analyser. Mais donc pour une analyse en laboratoire, le coût de base est de 2 850 €. Donc ce qu'on remarque, c'est dans les volumes d'entreprise et dans l'impact que la certification a sur l'augmentation de la valeur perçue des produits et des ventes aussi des produits. Ça reste marginal pour les entreprises, les industriels. Et je reprécise ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, et si pour un produit, il y a par exemple 4 parfums, un parfum, c'est un test. Tout à fait. Nous sommes d'accord là-dessus. Ouais. Et puis, s'il y en a 4, il faudra éventuellement faire 4 tests. Éventuellement, si l'entreprise le souhaite, bien sûr. Nous sommes d'accord là-dessus. Ouais, Docteur Chouvet, oui. Rien à ajouter, Madame Normand? Quand on parle de parfum, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez allergène, les parfums. Et au niveau de l'air intérieur, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Voilà. Ce qui m'agace souvent dans les WC, il y a encore les pchites qui envoient les odeurs à hauteur de tête. Là, alors là, c'est vraiment un truc, question particulière, allergie, qu'il faut éviter, quoi. Il faut arrêter ça, quoi. Merci beaucoup pour la remarque. Nous repartons, si vous le voulez bien, il nous reste encore quelques minutes. Allez, une minute, une question. Oui, alors c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est les alternatives aux produits de chimie traditionnelle, voire de chimie verte. Est-ce que des produits ozonés pourraient être une solution ou des produits à base de spores de bactéries? Donc concernant les produits ozonés ou à base de spores de bactéries, donc il faut réaliser des tests sur ces produits avant de pouvoir s'avancer et de donner une information sur différents produits. Donc j'ai donné l'exemple du vinaigre ménager tout à l'heure. Et on a certains types de produits qui peuvent engendrer d'autres problématiques qu'on n'a pas en tête. On teste aussi des machines de purification de l'air. Donc c'est quelque chose qu'on a fait aussi. C'est une autre catégorie de produits, mais de base, on se dit que ces produits vont être très sains. Et ce qu'on a remarqué, c'était qu'il y avait une
pollution de la qualité de l'air, parce qu'on dépassait leurs seuils limites au niveau de l'ozone, en fait. Donc, aussi une valeur seuil. Et donc, en fait, ces produits-là, on ne les a pas testés et pourraient dépasser des valeurs limites si on les teste, mais on ne peut pas donner un avis global. C'est pourquoi et très souvent les industriels ne savent pas eux-mêmes ce qui va être émis en fait des produits, et donc il est intéressant de demander à ces fabricants de produits de tester leurs produits pour pouvoir prouver la faible émissivité de ces produits. Merci beaucoup. J'ai encore... Simplement, j'aimerais vous donner la parole, docteur, et puis ensuite à Claire Normand. Simplement sur boucler ce webinaire, on retient quoi de votre point de vue? Dans une entreprise, on retient le mobilier qu'on va mettre à l'intérieur parce qu'il peut être émissif. 2, le système de ventilation et l'aération. 3, les usages extérieurs qui viennent, comme par exemple les produits ménagers. Je voulais juste dire, l'ozone est toxique pour les poumons. Et puis si vous avez de la crasse, les microspores, il faut bien avoir une action mécanique ou chimique dessus. Donc la crasse, elle ne partira pas forcément toute seule, quoi. Claire Normand, vous avez le mot de la fin. Oui, pour nous, pour préserver la qualité de l'air intérieur, ça va être quelque chose de global qui va engendrer produits, donc protocole, et ça permettra également de se tourner vers ce type de produit pour des professionnels, de pouvoir certifier à leurs occupants, mais également à leur personnel, et d'avoir une valeur ajoutée donc, par rapport à la concurrence pour répondre à leurs appels d'offres. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications claires, vos explications simples. Merci beaucoup à vous qui avez suivi l'ensemble de ces explications, mais aussi qui avez contribué à aller encore plus loin dans la recherche de la clarté sur tous les usages sur ces produits en question, et puis aussi sur la certification d'Air Label Score. Cela permet de mieux comprendre, cela permet de mieux décider et donc de mieux acheter. Excellente journée à tous.